Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Aujourd'hui, je reçois Erika, la cofondatrice de Madame Lovary, une entreprise de culottes menstruelles basée au Québec. Avec Erika, nous avons parlé de menstruation positive, d'entreprendre au Québec, d'écoféminisme et bien d'autres choses. Donc, la culotte menstruelle est vraiment là pour venir carrément remplacer le tampon serviette sanitaire ou peut devenir aussi un complément pour les femmes qui utilisent déjà la coupe menstruelle, qui est quand même assez, qui commence à avoir une bonne visibilité, là, qui est quand même bien connue. Au Québec, on dit la Diva-Cup. L'effet coupe menstruelle, il allume pas, puis quand on dit Diva-Cup, là, soudainement, oui, ok, je sais de quoi tu parles. Donc, ça peut devenir la culotte menstruelle est un complément à la coupe menstruelle ou carrément un remplacement. Moi, je fais partie de celles qui n'utilisent que la culotte menstruelle pour tout mon cycle depuis 4 ans et demi, et ce qui a permis que j'ai généré 0 déchet depuis 4 ans et demi et j'ai dépensé aussi 0 $. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que c'est un vrai avantage économique. Tout à fait. Parce que moi, c'est ça, en fait, j'ai acheté la culotte menstruelle Madame Lovary il y a peut-être un mois, que j'ai trouvé dans un magasin à Montréal. J'utilisais déjà la cup, les serviettes lavables, mais c'est vrai que c'est un réel avantage du fait que ça reste en place, en fait, le fait que ça s'insère dans la culotte, c'est vraiment super pratique. Puis vous avez plusieurs modèles. Exact. Actuellement, on a 3 modèles. On a un modèle pour la nuit et on a 2 modèles pour le jour. Pour le jour, donc on parle d'une shorty qui est un peu plus boy short et bikini qui est un peu plus échancré. Ils ont la même fonction avec les inserts et tout ça. On a décidé de miser plutôt sur la variété de taille, donc on va du double XS au triple XL, au lieu de se diversifier en couleurs, par exemple, ou en différents designs, pour justement inclure plus de femmes dans la possibilité de la porter. Parce que toutes les femmes sont concernées, même si souvent dans la lingerie, c'est des femmes super minces qui sont représentées, en réalité, toutes les femmes en ont besoin, quoi. Exactement. Les corpulences. Et puis, je trouvais ça intéressant parce que quand je suis allée acheter dans un magasin, en fait, on m'a mesuré le tour de taille. C'est vraiment adapté à chaque femme, en fait. On n'achète pas juste simplement, comme dans un magasin quelconque, on va vraiment faire attention à la personne qui l'achète. Ça, je trouve ça vraiment un bon point. Du coup, cette culotte, j'ai lu sur votre site internet qu'elle avait été designée au Québec, c'est ça? Et elle est fabriquée en Colombie, à Medellín, c'est ça? Donc, dans la ville, j'ai vu sur votre site que c'était la ville de la petite culotte, Medellín. Oui, c'est la capitale, disons, du sous-vêtement de la petite culotte en Amérique. C'est que Medellín, en fait, c'est une ville qui a une panoplie de setup, là, je sais pas comment dire en meilleur français, mais de setup de couture. De possibilités. De possibilités pour créer autant des sous-vêtements que des brassières, en fait, des culottes que des brassières. Ils ont donc une expertise au niveau de la confection de sous-vêtements qui est vraiment très, très, très haute, très grande. Et ils ont aussi plusieurs choix de tissus variés. C'est vraiment comme un genre de, je dirais, une métropole. Mais c'est vrai. Un panel. Un panel de tissus qui est vraiment assez impressionnant. Et en fait, du côté personnel aussi, moi, j'ai habité plusieurs années au Mexique. Donc, j'ai quitté le Québec assez jeune. Puis, j'ai fait ma vie un peu au Mexique. Ensuite, j'ai découvert la Colombie. Et ça a été un coup de cœur au niveau personnel. Moi, la culture, les gens et tout ça. Donc, ça faisait drôlement mon affaire que la production soit là, parce qu'en fait, ça me donne une opportunité aussi de pouvoir y retourner, chose que je fais à chaque année. Donc, on est vraiment sur place pour la production. Et pour la petite histoire, je peux déjà dire... En fait, nous, au départ, on travaillait avec un petit... une tout petite setup de couture avec environ 7 femmes. Puis, on avait rencontré la femme via des contacts dans la manufacture et tout ça. Et elle travaillait dans son atelier au-dessus de chez elle, avec sa fille. Et c'était vraiment génial. On sentait aussi que la mission se poursuivait par le fait que c'était du travail qui était pour les femmes, puis qu'on voyait que c'était très éthique, ça supportait carrément l'économie de la famille et tout. Et est venu un point où on avait besoin de faire l'exportation. Et on avait besoin de papiers plus techniques, donc d'avoir un numéro d'entreprise et tout ça. Et eux n'avaient pas ces papiers-là. Ils ne voulaient pas avoir ces papiers-là pour plein de raisons, parce que ça existe beaucoup en Colombie, mais c'est très difficile d'avoir les papiers de façon legit. Tout ça. Bref, fait que finalement,
la sœur de Martha, qui était celle avec qui on travaillait dans une très grosse compagnie qui ont une marque de sous-vêtements. Okay. Et ils ont dit peut-être qu'ils pourraient vous prendre, tu sais, comme un projet à côté, quoi. Tu sais, même si eux, ils font déjà leur marque, ils font déjà leur propre truc. Donc, on est allé les rencontrer. On a rencontré la sœur de Martha qui s'appelle Béatrice. Et c'est maintenant avec Béatrice qu'on travaille. Et ils ont accepté de nous prendre comme un projet sideline. Et c'est une entreprise en Colombie ultra respectée qui fait, déjà, ils sont respectés par la qualité de leurs produits, mais aussi par la façon dont, justement, ils gèrent leur entreprise de façon éthique et environnementale. Ils ont des pratiques environnementales qui sont très, très élevées dans le standard là-bas. Donc, on est super bien tombés. On sent qu'on a été comme presque guidés pour que ça se passe comme ça. Donc, on est très, très heureuse de comment ça se passe. Et une des visées aussi de Madame Levary, c'est de pouvoir offrir ce produit-là aussi en Amérique du Sud. Oui. Donc, la Colombie va être éventuellement un marché pour nous à développer, donc ça nous convient tout à fait que la production soit là. Oui, parce qu'en plus, il y a ce côté transport qu'il n'y aurait pas à faire. Exactement. Oui, si c'était en Colombie. Ouais. Et en fait, comment vous avez entendu parler de cette usine? En fait, vous avez commencé comment? Vous êtes dit, bon, on va aller en Colombie, et puis ensuite, vous avez fait un peu le tour des fabriques. C'est par contact? Comment ça s'est passé? C'est plutôt par contact. Nous, ce qui nous a donné l'appel d'aller en Colombie, c'est qu'on a rencontré des Colombiens quand on habitait au Mexique qui nous disaient que justement Medellín, c'était vraiment pour faire des sous-vêtements, là, c'était là qu'il fallait aller, il fallait au moins aller visiter. Et ils nous avaient mis en contact avec quelques personnes là-bas. Et quand on s'est rendu sur place, on a fait quelques rencontres, tout ça, et on a rencontré Martha. Là, je me souviens plus exactement, ça reste loin, là, comment on a exactement rencontré Martha, mais c'était via, en tout cas, ces connexions-là. Et tout de suite, ça a été un coup de cœur pour la femme qu'elle est, une femme super extraordinaire. Puis voilà, donc c'est comme ça qu'on a décidé de le faire. Et après, donc, la sœur de Martha, comme je disais, Béatrice, était dans ce setup-là, et c'est le setup actuel avec qui on travaille. J'avais vu sur votre site internet qu'une partie était en coton bio et une partie en coton non bio. Oui. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi aussi? Ben, tout d'abord, on s'est posé la question à un moment si on devait faire tout en tissu bio. Et on a dû se poser la question, puis vraiment se positionner par rapport à ça, parce que moi, c'est sûr que personnellement, dans mes valeurs, idéalement, si tout peut être bio, c'est the best, c'est le mieux, quoi. Sauf que vient le point où il faut faire un choix, puis notre choix a été, on veut que notre culotte menstruelle soit la plus accessible possible, et effectivement, en utilisant des tissus bio, ben, le prix allait être affecté assez grandement, et ça peut devenir un frein pour des femmes pour juste la procurer. Et ce qu'on a décidé, donc, c'est d'y aller avec des très bonnes matières, de la très bonne qualité, et non pas du bio, pour permettre à ce que le prix soit plus accessible. Mais on s'est dit, parallèlement à ça, on peut offrir une option bio pour celles qui peuvent se le permettre et qui veulent faire ce choix-là, ce sera disponible. Donc là, actuellement, on a les pads en tissu bio. La culotte comme telle, elle est encore en production, donc on ne l'a pas disponible sur le site, mais c'est une avenue qu'on est en train d'explorer. Et d'ailleurs, pour concevoir la culotte, comment vous avez fait? Vous avez travaillé avec un ingénieur textile? En fait, on a travaillé, c'est vraiment Olivia, ma cofondatrice, qui, elle, avait une compagnie de vêtements de cirque avant. Et c'est une compagnie, les vêtements qu'elle faisait, c'est des vêtements assez techniques, plus fonctionnels, donc beaucoup de trucs stretch, beaucoup de poches pour mettre des accessoires, des choses comme ça. Donc, elle avait déjà une expertise à ce niveau-là, et c'est vraiment elle qui a développé le concept. Donc, elle n'a pas eu besoin d'aller chercher ailleurs des conseils. C'est sûr que le lieu où on travaille, ce sont des experts dans ce qu'ils font et ils nous donnent beaucoup de conseils et on évolue avec eux. J'imagine qu'eux aussi savent en fonction des modèles, du modélisme et tout ça. Et je peux dire que c'est quand même notre 9e génération de culottes qu'on fait. Donc, à chaque fois, il y a des petits détails, une petite couture ici. Peut-être qu'on peut changer quelques détails, ce qui fait en sorte que notre culotte peut être plus confortable, plus performante et tout ça. Et les matières que vous utilisez, elles sont fabriquées en Colombie aussi, c'est ça? Oui, c'est en fait les tissus sont 100% colombiens, à l'exception d'un tissu qui est canadien qu'on amène là-bas. Et c'est quoi? Quel tissu? C'est le tissu technique? C'est le Ok. Et il est fabriqué au Canada. Au Québec?
Québec, là, faudrait que je vérifie, je veux pas m'avancer. Okay. Au niveau technique, il y a des choses que c'est plus Olivia qui est au courant, donc c'est elle, la master produit. Ok. Tu as commencé tout à l'heure à raconter pour l'histoire de la marque, mais est-ce que tu pourrais plus, parce que j'ai vu des vidéos qui racontaient un petit peu votre histoire, mais pour nos auditeurs, pourquoi vous avez eu envie de créer cette marque-là, etc. Donc, comment Madame Levary a débuté? Ouais, c'est ça. Au plus ancien, on va dire. D'accord. Donc, l'idée de Madame Levary, c'est d'abord développée dans la tête d'Olivia, qui est la cofondatrice, qui était artiste de cirque, qui a fait des tours, qui a fait le tour du monde avec ses spectacles de cirque et aussi avec sa compagnie de vêtements de cirque. Pour elle, elle sentait vraiment comme un malaise et un dégoût via les produits hygiéniques, tampons, serviettes. Et faisant le tour du monde, des fois dans des pays comme en Asie, des fois on n'arrive pas à lire qu'est-ce qu'il y a sur le paquet et se retrouver avec des espèces de gigantesques serviettes sanitaires. Donc il y avait beaucoup d'inconfort à ce niveau-là. Et elle avait besoin de quelque chose qui était aussi performant, qui n'allait pas la gêner pour ses entraînements et ses spectacles. Et dans un éclair de génie, un jour, elle a décidé carrément de se coudre une serviette de bain dans sa culotte. Et elle s'est dit, bon, moi, c'est comme ça, c'est comme ça que je vais vivre ça. Et ça fonctionnait super bien, en fait. Elle s'est rendue compte que ça a été sa solution pendant plusieurs années. Et jusqu'au moment où moi, je rencontre Olivia. À ce moment-là, j'habitais au Mexique et elle aussi. Et j'allais la visiter. Et à ce moment-là, moi, je portais la coupe menstruelle. Et je portais aussi les serviettes avec des clips. Je trouvais que c'était une bonne option, mais j'avais un peu de soucis avec les serviettes qui se clipent. Je trouvais que ça bougeait. Moi, j'étais prof de yoga aussi, donc j'étais toujours en legging, tout ça. Donc, j'avais toujours aussi un genre de petit inconfort, mais j'étais contente de mes solutions quand même écologiques. Je le faisais pour l'écologie. Et t'étais super déjà en avance, parce que c'était en quelle année? Ça, je dirais, ben là, ça devait faire 7 ans, quoi. Ouais, parce que moi, il me semble que j'en ai entendu parler beaucoup plus tard, donc c'était vraiment quelque chose d'assez rare à ce moment-là déjà. C'était moins connu, c'est effectivement. Et donc, à ce moment-là, je vais visiter Olivia, j'apporte pas ma coupe, j'apporte pas mes serviettes parce que j'avais pas prévu avoir mes règles à ce moment-là. Et boum, ça arrive. Et j'étais comme à 4 heures de bus de chez moi. Et là, je lui dis, bon, je suis un peu mal, je ne peux plus utiliser des tampons, des serviettes. Elle dit, ben moi, je me suis créée une culotte et elle me montre sa culotte. Et là, je capote. Je suis comme, mais wow! Et ça marche vraiment. J'étais un peu sceptique, j'avoue, au début. Et j'ai décidé de tester. Et j'ai été tellement comme ravie. J'étais comme, mais voyons donc, personne n'a pensé à ça. Puis ça m'a vraiment frappée. Et à partir de cette journée-là, j'ai dit, OK, mais c'est sûr que moi, je vais m'en faire pour moi. Et comme Olivia travaillait déjà avec une couturière pour des vêtements de cirque et tout ça, ben, j'en ai profité pour travailler avec la couturière pour qu'on puisse faire un modèle pour moi. Et là, en le faisant, on devient un peu, on s'excite, quoi. On est comme, on devrait trouver un tissu encore plus absorbant, plus mince, plus blablabla. Et donc, l'idée évolue juste un peu par plaisir. On fait la tournée des marchands de tissus. On travaille avec la couturière et on crée un modèle vraiment super cool. Et là, je me dis, ben là, j'en veux pour ma soeur, ma cousine, mes amis, tout le monde va en vouloir, c'est sûr que, tu sais. Et donc, je dis, ben, on va en faire plus. Et le tissu qu'on voulait acheter, en fait, le tissu qu'on voulait vraiment, il se vendait juste au rouleau. Et le rouleau, c'était beaucoup de tissu. Donc, on s'est mis à calculer et c'était 400 culottes environ que ça faisait. Et là, on s'est dit, ben, on n'avait comme pas prévu faire 400 culottes, mais pourquoi pas? Donc, on se lance dans l'aventure. La première année, sans savoir, pas de business plan, pas d'idée de faire une entreprise avec ça. Non, juste une idée géniale. En fait, et vouloir répandre la bonne nouvelle, quoi. Moi, je me disais, mais c'est impossible qu'on est encore aux serviettes. Genre, c'est impossible que ma soeur porte encore des serviettes, là. Je peux pas savoir ce secret, je peux pas le partager. Fait que bref, c'est la première année, on a fait 400 culottes. On est rentré au Canada durant l'été. On s'est acheté un van avec un lit dedans, Olivia et moi, et on avait des boîtes de plastique à l'intérieur. On avait 400 culottes dans le van et notre maison au complet, c'était le van.
Et on a fait la tournée des festivals, des foires un peu écolo, des marchés. On était même au Tam Tam sur le Mont-Royal. Je sais pas si tu connais. Ouais, j'en ai entendu parler, ouais. Il y a un peu des vendeurs qui se mettent avec l'artisanat. Et nous, on était là avec une enseigne qui disait carrément menstruation positive et zéro déchet. Ouais. Et à ce moment-là, le zéro déchet était même pas encore un mouvement connu. Là. C'était vraiment... les gens se demandaient un peu ce qu'ils faisaient là, en fait. Et même si... Donc, ça a duré tout l'été. On a eu des super belles rencontres. On s'est rendu compte que les femmes étaient comme intriguées. Oui, ça prenait beaucoup de... Fallait parler beaucoup puis expliquer. Mais les femmes étaient quand même ouvertes pour l'essayer. Et donc, c'est comme ça que l'aventure a débuté. Et une fois qu'on a eu écoulé tout notre stock, on a continué de faire notre vie, on est retourné au Mexique, on a voyagé et tout. Et à un certain moment, on s'est dit, pourquoi pas aller en Colombie, justement sous les conseils de nos amis qui nous disaient que là-bas, il y avait plus de tissus. On s'est dit, on va aller voir si on peut faire quelque chose de bien là-bas, genre une autre production. On va là-bas et on se rend compte que quand on veut travailler avec des gens, il faut avoir un minimum quand même. Tu peux pas leur demander d'en faire que... Ouais, c'est ça, les usines en général. Mais même là, on travaillait avec un petit setup, ils pouvaient en faire relativement peu, mais ça nous prenait un plus grand investissement pour faire l'achat des tissus et tout ça. Donc, on a décidé de se lancer en sociofinancement. Et c'est là où l'aventure a vraiment commencé. Je dirais l'aventure plus entrepreneuriale. Parce que soudain, on avait un objectif de 5 000 $ pour notre campagne. C'était le manque à gagner, en fait, pour pouvoir faire cette deuxième production. Et donc, on a mis les culottes en précommande. Et en 40 jours, on a récolté 45 000 $ de précommande. Oh mon Dieu, ouais. Donc là, on s'est dit, OK, là, c'est un autre... là, c'est vrai, là, ça commence. Ouais. Donc, je dirais que on n'a jamais vraiment décidé ou choisi consciemment que, OK, on va faire une business de petites culottes. C'est plutôt arrivé comme ça. On a été comme guidés à faire ça. Puis maintenant, on est très heureuse de vraiment prendre moi, je le vois comme c'est une opportunité pour contribuer, en fait. C'est comme si, avec Madame Lavary, je vois qu'on s'est créé un contexte, un véhicule pour contribuer, autant pour la planète, mais pour la santé des femmes. Oui, c'est ça. Et puis pour le confort aussi. Et pour le confort. Parce que c'est vraiment... j'ai lu récemment qu'il y a quand même 75% des femmes qui sont insatisfaites de leur protection hygiénique menstruelle. Ce qui m'étonne pas. Ouais. Et pour les raisons justement écologiques, économiques, et pour la santé et pour le confort. Ouais. C'est ça. C'est vraiment... Donc, c'est un petit peu la solution en fait, hein, ce genre de culotte. C'est ça. Et puis Madame Lavary, ça vient d'où? Parce qu'en fait, il faut préciser que ça s'écrit L''OVARY, oui, pas tout attaché. Oui. En fait, Madame Lavary, ça vient de 3 choses. Ça vient de love, your ovary, donc love ovary. Et ça vient aussi avec un petit clin d'œil à Madame de Bovary, qui est le personnage célèbre de Faubert. Ouais, c'est ça. Ce que j'aime beaucoup dans la représentation de vos produits et puis de votre marque, c'est en fait votre logo, c'est une tache d'aquarelle rouge qui représente le sang forcément. Oui. Et puis on retrouve ça dans les dessins explicatifs sur votre site pour comment utiliser la culotte. On retrouve ça dans votre communication, logo, etc. Et puis ce qui est assez rare parce qu'en fait c'est presque innovant, alors pourtant c'est naturel, mais dans les publicités de serviettes hygiéniques jetables, souvent le sang est représenté bleu par exemple, ce qui est une aberration. Donc ça c'est super cool. Et aussi j'aime beaucoup la façon. Vous avez aussi une chaîne YouTube aussi, pour préciser, avec des vidéos pour expliquer comment utiliser la culotte. Aussi une vidéo qui vous présente vous, l'entreprise Madame Lavary, qui est super drôle. D'ailleurs, je recommande aux auditeurs d'aller la voir. Enfin, drôle, mais super ludique. Enfin, vraiment, c'est bien fait. Et puis, il y a aussi des témoignages de femmes qui ont utilisé la culotte. Donc, en fait, en faisant tout ça, vous brisez un tabou qui existe, qui est réel sur les menstruations. Et là, c'est comme si c'était quelque chose de la vie de tous les jours, mais on brise ce tabou. Est-ce que c'est venu naturellement, cette manière de communiquer sur la marque? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes, des personnes qui vous ont critiqué ou des remarques peut-être? Non, je dirais que c'est venu assez naturellement. Je pense que ça vient aussi de l'essence que Olivia et moi on porte en nous. Et elle étant une personne très très créative, elle est très aussi l'univers du cirque. C'est un univers qui est aussi très
qui sort de l'ordinaire, quoi, Ouais. qui est habitué de briser les tabous. Et dans ces spectacles, c'est un peu ce qu'elle faisait. Donc, c'est un peu la continuité de ce ton-là. Et pour nous, c'est super important, en fait, d'utiliser l'humour pour justement briser les tabous. Ouais. On pense que c'est vraiment comme une porte d'entrée super efficace. C'est important pour nous aussi derrière Madame Levary, il y a toute une mission, un message de comment on peut se réapproprier notre cycle menstruel et ne plus voir notre sang menstruel comme étant un déchet. Et cette association mentale qu'on a fait entre notre sang menstruel et un déchet est complètement... c'est un poison, en fait. Et c'est pas de notre faute, ça nous vient des héritages culturels, ça vient de plein de choses, on pourrait rentrer dans l'historique, mais l'important, c'est de voir que il y a une dissociation à faire et il y a un nouveau discours à avoir. Et le discours qu'on a envie d'avoir, c'est que le sang menstruel, c'est de la vie. C'est de la vie, il faut l'honorer, et notre cycle menstruel fait partie de nous, de notre nature profonde, et c'est une clé pour mieux se comprendre, mieux se vivre en tant qu'humain, et aussi mieux comprendre le cycle de la nature. Parce que ce qui est dedans est à l'extérieur, et c'est un peu le principe des écoféministes, en fait, qui... la pensée écoféministe, en gros, c'est comment l'oppression des femmes et l'oppression de la nature ou de la planète a en fait la même racine et vient du même point. Donc, si on veut guérir l'un ou l'autre, il faut passer, ils sont liés. Donc, tout le lien entre la femme et la nature, pour nous, est super important. Et donc, de briser le tabou au niveau, dans la société, puis au niveau social, pour nous, c'est important aussi d'impliquer dans notre discours les hommes. Parce que trop souvent, on dit c'est un truc de femme, c'est un truc de femme. Mais en fait, on se rend compte que les hommes, c'est juste que s'ils sont éduqués puis ils comprennent ce que c'est, ils en ont pas peur. C'est le principe de quand tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le garde-robe, ben t'en as peur. Donc, comment on peut réinfuser dans la culture une connaissance, une conscience que le cycle menstruel, c'est pas le diable. C'est un cycle complètement naturel et c'est de la vie. Et c'est pour ça que le liquide, ben, on le représente rouge. Et parce que c'est du sang, c'est de la vie et on n'a pas de honte c'est ça. envers ça. Et donc tu disais, quand vous avez présenté le premier prototype du produit, c'était pendant les foires, etc. Donc comment ça avait été reçu? Et puis quand vous avez aussi lancé la campagne, j'imagine que ça a été super bien reçu parce que vous avez reçu beaucoup d'argent. Mais après, là, quand vous êtes lancé, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à ce produit-là? Et puis quel type de femmes, je dirais tranche d'âge, catégorie, je sais pas, sociale, etc., vous touchez quand même? Je dirais qu'il y a eu une belle évolution dans la réponse qu'on avait de la part des femmes ou des gens, juste en général. Au début, ça prenait beaucoup d'explications et j'avais l'impression qu'on devait beaucoup justifier. On devait vraiment présenter, dire c'est pas bon pour la santé, pour la planète. Et les gens nous écoutaient un peu comme « ouais, mais elle essaie de me vendre une culotte. » Alors que c'était vraiment... on faisait ça pour vraiment élargir la confiance. Puis je disais, mais non, c'est pour votre confort, c'est pour le bien, mais c'est vrai que quand tu as un produit à vendre, tu es moins bien reçu quand tu essaies de donner tes tout de suite, on voit en toi le vendeur, le diable. Donc, je sentais, moi, les premières années que je devais travailler plus fort pour faire entendre, en fait, notre point, notre vision, qui est, dans le fond, qui était la réalité, en fait. Et... avec les années, le mouvement Zéro Déchet a beaucoup aidé. Il y a eu aussi beaucoup de plus de mouvements autour, je dirais, du feminine empowering, l'empuissancement, justement le sang menstruel. On dirait que les menstruations ont commencé à avoir plus de place sur les réseaux sociaux, dans les nouvelles. Donc, tous ces deux courants-là ont vraiment aidé à ce que notre produit, notre message est maintenant tellement mieux entendu. Et ça nous demande beaucoup moins d'efforts parce qu'en fait, les gens se sont déjà éduqués par eux-mêmes via d'autres sources que nous et sont beaucoup plus prêts à adopter la solution de la culotte menstruelle. Et par exemple, tu dis qu'il y a plusieurs personnes qui avaient l'air un peu sceptiques, etc. Et quelles problématiques, quelles questions vous ont été posées au début par rapport à ça, par exemple? La première question qu'ils nous posent toujours, c'est « Hey, mais ça marche-tu vraiment? » Et cette question me fait toujours rire. Souvent, ma réponse, c'est « Ben là, on serait pas ici. » Puis honnêtement, si ça marcherait pas, je serais pas ici en train de vendre des culottes menstruelles parce que moi, c'est pas ça que j'avais prévu comme carrière dans ma vie. Quand j'étais jeune, je disais pas « Je vais faire des culottes menstruelles. » J'avais un autre plan complètement et si je suis ici maintenant et j'y crois fermement, c'est parce que ça marche. Ma réponse paraîtrait un peu plus terre à terre, c'est de dire « Ben,
vous pouvez l'essayer, vous allez le voir par vous-même. Et il y a quand même plus de 7000 femmes actuellement qui portent la culotte Madame Bovary. Donc, ça nous permet d'avoir une assise beaucoup plus grande pour dire, ben, oui, la preuve, ça marche. Ça marche. Oui. Je dirais peut-être aussi une autre réaction ou question qu'on a, c'est, je parlais tantôt du tabou, puis un peu la déconnexion qu'on avait avec notre sang menstruel. Puis c'est comme si les femmes, on a associé le sang menstruel à quelque chose de souillé, quelque chose de mauvais, quoi. Ouais. Il y a vraiment une négativité. Et donc, les femmes ont peut-être une réticence avec le fait d'être en contact et de devoir laver. Oui. Parce qu'on a été habitué de juste jeter, à peine le voir, le jeter. Si on parle de tampons, on peut à peine, si ça se trouve, on le voit jamais. Les serviettes, tu le roules vite dans la poubelle. Donc, il y a cette espèce d'habitude de jeter et de ne pas être en contact avec le sang, qui là, nous, ben, on propose une autre avenue, mais qui va nécessairement te demander de te reconnecter avec cette partie-là de toi et de le sentir, de le laver, de d'y toucher, quoi. Donc, il y a cette réticence-là que je perçois chez certaines personnes, mais de plus en plus, je pense que les femmes le voient comme plutôt une belle occasion de se reconnecter avec leur corps. Oui, c'est ça. J'ai vu que vous étiez distribué donc en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Du coup, comment ça marche? Ça représente quoi comme sur le total de vos commandes, les achats en Europe? C'est une bonne question. Ça fluctue beaucoup. Là, j'ai pas de chiffres concrets pour toi aujourd'hui. Mais éventuellement, je pourrais t'envoyer si tu veux. Mais tu vois, pour le sociofinancement, on a eu une bonne majorité européenne. Donc, plus que 50% des commandes venaient de l'Europe. Et de quel pays, pour savoir? Ben, l'Europe franco. Donc, France en majorité. Belgique, Luxembourg. D'accord. Et actuellement, je dirais que c'est sûr qu'on est plus forte au Québec parce que c'est ici qu'on est installé et c'est ici que la plupart de nos actions sont. Donc, c'est sûr qu'on a plus de ventes au Québec, mais la France représente quand même un beau marché pour nous. Est-ce que vous avez des points de vente en Europe? En Europe, non, juste au Québec. En fait, on est à 18 points de vente actuellement. Moi, j'étais dans un point de vente, je sais plus comment s'appelle le magasin, mais c'est ça dans Hochelaga sur Terrassois. Oui, c'est ça, Terrassois. Puis j'ai vu que vous faisiez aussi vous avez fait un festival de créateurs il y a pas très longtemps. On fait différentes foires, événements, parce qu'en fait, on se rend compte que le fait d'acheter en ligne, je pense que c'est de plus en plus répandu, puis les gens sont habitués d'acheter en ligne, mais c'est vrai qu'un produit comme une culotte menstruelle, quelque chose que tu veux comme voir un peu la qualité, c'est difficile en ligne de juger de la qualité. Des fois, ça arrive, puis c'est un petit tissu cheap. Donc, nous, on est très fiers de pouvoir aller dans des foires, puis montrer, dire aux femmes, regardez comment ça marche, puis comme ça demande beaucoup d'explications aussi. Oui, c'est ça, ça permet d'expliquer. Ça permet d'expliquer, montrer en plus. Exactement. Donc, on adore faire des foires. On fait, justement, dans Hochelaga, c'était la foire, je me souviens plus, la Grande Fabrique. Ah oui, c'est ça. Ce week-end, on a fait le festival vegan. Le week-end d'avant, la foire Écosphère Montréal. On va faire le festival Zéro Déchet, sans aucun doute. Donc, on a plusieurs fonds. On essaie de rester assez active en live. Ouais. Et après, en ce qui concerne la création de la marque, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe pour créer une entreprise au Québec. Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que ça a été compliqué? Mais c'est toujours... quand c'est la première fois que tu fais quelque chose, c'est sûr que c'est toujours ardu, l'administration. Je pense que dans les deux cas, Olivia et moi, c'était pas du tout notre force. C'est pas quelque chose que non plus qu'on aimait faire. Donc, ça devient il y a beaucoup plus d'administratifs, j'imagine. Oui, pour incorporer, mais honnêtement, au Québec, je pense que si on compare avec d'autres pays, j'ai entendu parler qu'en France, c'était beaucoup plus compliqué. Oui, je pense que c'est ça. Au Québec, ça a la réputation que c'est plus simple. Oui. Puis il y a quand même un mouvement qui encourage les entrepreneurs ici. L'entrepreneuriat est devenu assez sexy, j'ai envie de dire, au Québec. Ça, et il y a plusieurs organismes, genre PME Montréal, Montréal Inc. C'est des organismes qui, en fait, supportent les entrepreneurs avec des coachings gratuits, des suivis. Et ça nous a grandement aidé pour justement des trucs administratifs ou des fois un conseil par-ci, par-là. Parce que c'est vrai que quand tu deviens entrepreneur, puis surtout quand ton entreprise a du succès rapidement,
après, il y a beaucoup de gens qui viennent un peu se racoler au projet pour offrir conseils, blabla, ou des deals. Puis, moi, je me sentais un peu à la maternelle, comme j'avais besoin d'être plus conseillée. Donc, c'est là où les organismes externes peuvent vraiment aider pour ça, parce que tu peux réellement leur faire confiance. Ouais, c'est bon à savoir. Ouais. Et créer une entreprise en tant que femme, est-ce que pour toi ça n'a rien changé, ou est-ce que tu as senti qu'il y avait des choses plus compliquées à faire, ou un peu qu'on vous disait fais attention, je sais pas trop. J'ai jamais senti que le fait que je sois une femme me bloquait in any way dans ma business. Et je suis tellement, j'ai grateful, mais pleine de gratitude pour toutes les femmes qui ont marché avant nous, qui me permettent de pouvoir vivre cette aventure-là sans embûche, puis justement en me sentant égalitaire. Je pense qu'on le doit à notre lignée de femmes qui a beaucoup travaillé pour ça. Ouais, c'est bon à savoir. Combien de temps, concrètement, ça vous a pris entre l'idée de se dire, bon, je sais qu'il y a eu la période où vous avez fait un peu vous-même les culottes, etc. Mais à partir du moment où vous avez dit, voilà, on dessine le modèle, on le fait fabriquer en usine, on le vend. Combien de temps à peu près? Je dirais 2 ans, 1 an et demi. Un an et demi, on va dire. Ça allait quand même vite. Oui, tout à fait. Parce que tu as grandi dans un environnement engagé, sensible à l'écologie, au respect de la nature, etc. Je dirais que ma famille, si je regarde ma famille directe, oui, je suis dans une famille qui est assez consciente, bien manger, au niveau de la consommation, l'écologie. Oui, relativement, c'est sûr que c'était pas du zéro déchet, là, on s'entend, là, mais j'ai été sensibilisée assez jeune, mais je pense que là où j'ai eu mes éclairs de conscience vraiment plus radicales, que ce soit pour, j'ai eu un moment où j'ai cessé de manger de la viande complètement, je recommence à en manger un petit peu, mais c'est très, très peu, quoi. Ouais. C'est vraiment avec des expériences de voyage. J'ai passé 1 an au Costa Rica dans une communauté qui était une communauté intentionnelle qui faisait la nourriture avec ce qu'il y avait dans le jardin, de la méditation à tous les jours, des pratiques de bien-être, de yoga. Et essentiellement, je pense que quand tu vis dans un mode de vie aussi lié à la nature, l'écologie, ces valeurs-là sont intrinsèques. Ouais. Tu réalises que tout est un, puis on est tous un. Puis que si j'apporte quelque chose de négatif à ta vie, je me fais quelque chose de négatif. Et c'est la même chose avec la Terre. Donc, je pense que c'est vraiment là où ça s'est imprégné très, très profondément dans mon être. Et voilà, je pense que c'est venu plus de mes expériences de voyage. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives aussi dont tu aimerais nous parler, peut-être, je sais pas, engagées, éco-responsables, que tu pratiques dans la vie de tous les jours, dans ton mode de vie? Est-ce que ton mode de vie aussi est zéro déchet? Est-ce que tu peux nous donner peut-être des conseils à nos auditeurs? J'adore. En fait, le meilleur terme, je ne suis pas 100% zéro déchet. J'aime bien Mélissa de La Fontaine qui a écrit son livre « Tendre vers le zéro déchet ». Donc, j'aime bien le tendre parce que c'est facile aussi de rentrer dans des... d'essayer de trop faire tout en même temps, puis finalement de se casser la tête, de dire « Ah non, j'en fais pas assez », tout ça. Puis il y a de plus en plus le terme éco-anxiété là, qui vient... Donc, pour pas rentrer là-dedans, moi, ce qui m'aide le plus, en fait, dans ma vie de tous les jours, c'est la méditation. Je pense que c'est des pratiques de bien me connaître. Donc, tous les outils qui peuvent me permettre de mieux me connaître, moi, comment je fonctionne, comment mieux m'équilibrer, en fait, pour devenir cet être équilibré-là et donc prendre les meilleures décisions. Autant des décisions d'achat, des décisions pour la business, des décisions de vie, juste. Donc, je dirais que mon engagement est beaucoup sur rester balancé dans mon être. Et oui, effectivement, si on regarde ce que je génère comme poubelle en 1 mois, c'est vraiment pas beaucoup. Je sors ma poubelle... Si je la sors 1 fois par mois, c'est que j'ai pas mal consommé. Donc, sinon, d'autres pratiques que je pourrais dire... la pratique de rester aussi à l'écoute, je pense... de rester à l'écoute, de rester ouvert d'esprit. Mais c'est avant tout un travail intérieur. Puis il y a une partie de moi qui, je sais que c'est pas sexy à dire, puis c'est plate à dire presque, mais
tout ce qu'on travaille à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Ouais. Ça, c'est une croyance que j'ai profondément. Et donc, plus je vais investir du temps pour parfaire mon intérieur, puis être en fait alignée avec mes valeurs, puis être fière de qui je suis, et d'être balancée, ben mieux je vais agir dans le monde, en cohérence avec la nature. Puis c'est sûr que mon lien à la nature est grand, donc j'ai besoin de sortir de la ville, j'ai besoin d'aller me replonger. C'est facile d'oublier, des fois on rentre dans des tourbillons, donc c'est de se ramener dans notre essence, puis de s'apporter de la compassion aussi quand on est peut-être un peu désillusionné, pour pas rentrer justement dans le phénomène d'éco-anxiété qui, selon moi, n'est pas c'est pas mieux en fait si on essaie de trop en faire. Oui, puis il y a beaucoup ce phénomène en termes d'écologie, bah voilà, il y a une conscience qui s'est créée parce que c'est vraiment urgent dans le monde, etc. La protection de la planète, le fait de générer moins de déchets. Puis il y a aussi beaucoup on crée de la culpabilité aux gens de ce qu'ils font pas, mais en fait il faudrait plutôt se dire, même ce que je fais, même si c'est pas beaucoup, même tous les gestes que je fais sont positifs, plutôt que de dire ce que je fais pas c'est négatif. Tout à fait. Mais on peut l'appliquer dans tout en fait. Et toi tu viens de Montréal ou tu viens plutôt de... Je viens en fait j'ai grandi à Bois-des-Filions, qui est un petit village qui est rendu maintenant presque une ville. Il m'aimerait pas d'enfant. Bref, j'ai grandi à Bois-des-Filions, qui est un suburb, une banlieue de Montréal. J'ai été à l'école secondaire, c'est sur la rive nord en fait de Montréal. Parce que déjà faut savoir que Montréal c'est quand même une ville qui est proche de la nature quand même. Même si c'est une grande ville, on prend la voiture en une demi-heure quasiment, on est en pleine nature, on peut faire des randonnées, tout ça. Donc ça c'est vraiment appréciable. Voilà. Et quand j'étais jeune, il y avait un champ derrière chez moi. On avait une grande cour et la cour terminait par un champ. Donc je me souviens avec ma soeur, on avait des filets à papillons. Puis on allait attraper les papillons. Puis bon, c'était notre activité. Puis je pense qu'à partir de l'âge de 8 ans, ils ont commencé un développement industriel de maisons. Et là, maintenant, à partir de ce moment-là, il y a eu des maisons qui ont poussé, plus de champs, et ma cour s'est restreinte à la cour. À la cour, quoi. Puis ça, je me souviens que ça m'a quand même frappée comme enfant de ne plus avoir accès à cette nature-là, si proche. Ça a été quand même un choc. Comme une privation, en fait. Pourquoi on fait ça? Je comprends. J'ai vu aussi récemment sur votre page Facebook que vous aviez participé au sommet du leadership conscient à Montréal, et que vous étiez intervenu dans la section sur les femmes. Pour les femmes, c'était sur quel sujet En fait, le sujet c'était le leadership conscient au féminin. Et en fait, on était 3 entrepreneurs dans différents domaines qui juste partageaient notre expérience sur qu'est-ce que ça veut dire en 2019 maintenant d'être une leader au féminin et d'être consciente. C'est quand même une grosse question, assez vaste. En résumé, je dirais que moi, comment je perçois ce mouvement-là, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il y a définitivement une crise écologique à l'œuvre en ce moment. Donc, d'un côté, la planète, les ressources crient, et d'un autre côté, on voit qu'on rentre dans la fin d'un système capitaliste qui a été porté beaucoup par le patriarcat, par la consommation, extirper les ressources. Donc, il y a quelque chose où les valeurs du féminin remontent à la surface et sont de plus en plus valorisées, parce qu'en fait, on se rend compte que les valeurs qui ont été drivées depuis l'ère industrielle nous mènent à un cul-de-sac. En gros, c'est ça. Donc, on a d'un côté la planète qui crie, et de l'autre côté, un système qui est en défaillance, et des valeurs féminines, parce que, en fait, je fais attention avec mes mots pour pas juste associer aux femmes, parce que ces valeurs-là peuvent autant être embodied, peuvent être autant être incarnées par des hommes. Après, donc on parle des valeurs de collaboration, de compassion, d'écoute, d'humilité, aussi des valeurs qui vont se traduire dans les entreprises comme étant people, profit, planet, d'être sur le même pied d'estal. Donc, c'est un peu ça qu'on a discuté, et pour moi, ça ramène encore à l'écoféminisme. De dire, OK, on est rendu là où j'ai une quote, ça vient du livre The Athena Doctrine, et ça dit « How women and men who think like them will rule the future ». Donc,
c'est un peu ça, je pense, vers quoi on s'en va. Et pour moi, je trouve ça important de le nommer, puis de commencer à voir, OK, ça ressemble à quoi un leadership au féminin conscient, et comment c'est pas juste les femmes qui peuvent l'incarner, mais c'est aussi les hommes. Oui, c'est super intéressant. Ça fait réfléchir, même si voilà, moi je baigne un peu dans ce milieu-là, je me renseigne beaucoup, tout ça. C'est toujours intéressant d'entendre des avis comme ça. Quel projet futur pour Madame Lovary vers vous? Oui, beaucoup de... Ouais. En fait, Madame Lovary, c'est plus qu'un sous-vêtement. Pour nous, c'est vraiment une mission aussi sociale, éducative, qui va passer par l'éducation. On a d'abord le projet d'offrir du contenu éducatif pour les ados, parce que autant femmes que hommes, parce qu'on a la conviction que si on les instruit assez jeunes à des pratiques écologiques, puis qu'on leur explique comment fonctionne leur cycle menstruel, c'est un cadeau qu'on leur fait pour... tu vois, moi, c'est quelque chose que ma mère me dit, mais j'aurais tellement aimé savoir ça. J'ai struggled toute ma vie, puis... Donc, on a cette portion-là, plus éducative. Après, on s'implique aussi au niveau politique en ce moment avec la campagne hashtag sans déchets, sans S-A-N-G. Ah oui, c'est vrai que je l'ai vu sur votre site, ça. Et ça, en fait, notre but, c'est d'encourager les municipalités à subventionner les produits d'hygiène féminine réutilisables pour que les femmes, en fait, ça permette un accès beaucoup plus facile au niveau économique de s'équiper. Et ce qui est beau, c'est que ces subventions-là sont un win-win pour tout le monde, en fait. Parce que les municipalités, en choisissant de rembourser la femme qui a acheté, disons, rembourse la femme 50-100 $, c'est très bien investi pour la municipalité de donner à la femme parce que c'est des sous qu'ils n'auront pas à dépenser pour payer les sites d'enfouissement qui sont de plus en plus chers parce qu'ils sont de plus en plus remplis au Québec. Donc, il y a même une équation économique super importante à faire et qu'il suffit de faire passer la nouvelle puis que quelqu'un un peu prenne ça comme son cheval de bataille. Et Mme Lovary a décidé de prendre ce chemin pour justement encourager le mouvement des subventions qui va être un win-win pour tout le monde. Oui, et puis je pense que même plus sur le long terme, ce genre de subvention, ça fait que comme les produits jetables sont toxiques quand même pour la santé, pour l'environnement. Il y a des coûts de santé aussi qui sont liés à ça. Il y a des coûts de santé qui sont générés. Collatéraux, c'est clair. Donc c'est vraiment, comme je disais, le win-win. Il y a pas de point négatif. Non, donc c'est ça. Il faut juste le faire. C'est un investissement au départ, mais en fait sur le long terme, c'est gagnant, quoi. Et une autre chose qu'on fait, qu'on va commencer à faire plus seguido, j'ai de l'espagnol dans plus tard. Plus récurrent. Ah oui, ok. C'est les tables, en fait, on fait des tables rondes en invitant des expertes sur différents sujets qui touchent la santé du cycle menstruel, mais on peut aller dans plein de directions et on invite gratuitement les femmes parce qu'on se rend compte en fait que quand les femmes viennent à nous pour acheter un sous-vêtement, ils viennent avec des questions. Puis c'est comme si, j'ai l'impression pour certaines, c'est la première fois de leur vie qu'ils sentent qu'ils ont une tribune, ils ont de la place pour parler de leurs inquiétudes, de leurs problèmes, de leurs maux. Et juste d'en parler, ça fait un bien fou. Donc de pouvoir organiser des espaces, des événements dans lesquels on en parle, sans tabou, sans gêne, sans baisser le ton, c'est de ça qu'on parle. Ça a des portées très grandes sur le healing du féminin, sur la guérison du féminin en général. Donc ça, c'est notre vision aussi. Ouais, c'est beaucoup de super beaux projets. J'allais demander si t'as un message à faire passer à nos auditeurs, mais je sais pas si t'as un message supplémentaire, parce que t'en as fait beaucoup passer déjà. J'en ai... Mais t'es pas obligé de la mettre. Moi, c'est toujours... moi, ma conviction profonde, ce qui fait que je me lève le matin, puis que je vais faire ce que je vais faire, c'est que dans le fond, toute la réponse à toutes les questions puis à tous les problèmes, c'est de l'amour. Ça, c'est ma conviction profonde. Puis, si on peut réinfuser un contexte amoureux avec notre cycle de femme, en vivant notre féminité, ou en tout cas notre cycle menstruel avec plus d'amour, c'est aussi une clé pour
avoir plus d'amour pour la nature, pour l'excès de la nature. Et pour moi, ça, c'est la vraie médecine dont le monde a besoin. Ouais, c'est tout simple, mais finalement, c'est la solution à beaucoup de choses. C'est l'amour, c'est l'amour. Et enfin, est-ce que y a une personne qui t'inspire, que ce soit connue, non connue, peu importe, fictive, non fictive? Ah, mais il y en a trop. Il y a trop de gens qui m'inspirent. Les gens m'inspirent chaque jour. Toi, t'en es une inspirante. Je veux dire, je me nourris chaque jour de voir les autres à l'œuvre. Puis je pense que je peux me donner une petite tape dans le dos pour bien m'entourer. Parce que je me rends compte à quel point je suis bien entourée. Puis j'ai de la chance d'être aussi bien entourée. Donc, je suis inspirée par ma mère, ma sœur, les gens que je rencontre, les gens avec qui je travaille, Olivia, la cofondatrice, mais dans une perspective un peu plus archétypale. Je pourrais dire que mon deuxième prénom, c'est Athéna, et elle me guide beaucoup. Parce qu'Athéna, c'est la déesse de la sagesse, mais c'est aussi au niveau de la civilité. Il y a quelque chose à voir avec la civilisation. Et c'est un peu ça pourquoi je fais le travail que je fais aussi, de m'impliquer dans le monde de la société. Ok. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? C'est bon. En tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup, Erika, de m'avoir reçue sur ce podcast. D'autant plus que c'est mon premier interview pour ce podcast. Ah, bravo! Donc, voilà, c'était vraiment super intéressant. J'espère que ça plaira à nos auditeurs. Merci. Merci. Merci à Erika pour cette interview passionnante et inspirante. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la plateforme de votre choix. À bientôt!